Alors, simplement, Monsieur le maire a évoqué mon parcours un peu particulier. Moi, je suis né dans une famille de soldats. Mon grand-père était officier, mon arrière-grand-père également, mon père également, mon frère, mes oncles. J'ai un fils aujourd'hui officier, j'ai des neveux officiers qui servent dans cette armée que j'aime et qui est ma famille. Et que j'ai quitté en fin 99, début 2000, tout simplement parce que je venais de vivre l'opération de trop. L'opération de trop, c'était le Kosovo durant si vous voulez, toute l'année 99, qui a commencé pour moi en janvier en Macédoine, et puis ensuite à partir du mois de juin au Kosovo, pour en parler, en Serbie. Et ça a été pour moi l'opération de trop, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, j'ai considéré que je devais quitter la mort dans l'âme, cette armée que j'aimais, pour faire autre chose, et pour mener une autre forme de combat. Alors ce que je vais essayer de vous dire rapidement ce soir, c'est que les deux points saillants de ma carrière militaire, j'ai eu la chance de servir la Légion étrangère pratiquement dès ma sortie d'école, et au 2e REP en particulier, 2e régiment étranger de parachutistes à Calvi, qui m'a amené à faire beaucoup d'opérations extérieures. Et j'avoue que cette période-là est une période bénie, pour moi, sans complications. J'ai effectué un certain nombre d'interventions à l'extérieur, mais dont la légitimité ne me posait pas de problème, que ce soit le Tchad, la Centrafrique ou autre. Et puis, à partir de 1994, ma carrière militaire va basculer en 5 ans. 94-99. 94, c'est le conflit. Alors, c'est le conflit intérieur au Rwanda, qui prend des proportions terribles avec le génocide qui va débuter début avril dans ce petit pays d'Afrique centrale, de l'Afrique des Grands Lacs. Alors en 2 mots, de quoi s'agit-il? Eh bien le Rwanda, c'est un royaume interlacustre, comme son frère jumeau au sud, le Burundi, qui vit depuis des siècles avec un rythme relativement paisible entre une caste dominante qui sont les Tutsis, 15%, 20% de la population, et le reste du peuple rwandais qui est composé de Hutus. Jusqu'en 1958-59, le régime est une monarchie Tutsi, avec un caractère sacré, avec un certain nombre de choses que je ne détaillerai pas, c'est pas l'objet ce soir, mais qui en fait une monarchie, un véritable État-nation en fait, ce qui est très rare en Afrique, déjà à l'époque. Et le Rwanda va basculer du fait de la colonisation belge, du fait de l'évolution des choses, du fait de la démocratie triomphante à l'époque, de la démocratie chrétienne en particulier, triomphante, qui fait émerger du peuple Hutu, 80% de la population, des paysans, fait émerger une élite Hutu qui entend à un moment donné, au nom du nombre, de ces 80% qu'elle représente, prendre le pouvoir au Rwanda. Ce sera la même chose, le même scénario au Burundi, mais qui ne se passera pas de la même manière. Et au Rwanda, dès 1959, a lieu ce qu'on a appelé la révolution sociale, pour masquer en fait d'abominables massacres de la majorité Hutu envers la minorité Tutsi. Ceci se traduit par l'abolition de la monarchie, l'instauration de la République rwandaise, et évidemment un homme égale une voix égale un homme, si vous voulez, à l'instauration d'un régime dit démocratique, à nos yeux, à nous d'Européens ou de Français, mais qui en réalité est surtout l'expression du plus grand nombre. Et à partir de là, l'élite Tutsi, qui a régné sur le Rwanda pendant au moins 3 ou 4 siècles, fuit en grande partie à l'extérieur, en particulier dans les pays voisins, l'Ouganda, le Kenya, la Tanzanie, mais aussi en Europe, en Belgique. Il y a beaucoup de réfugiés Tutsis à l'époque,
et au Canada. Il y en aura d'autres après dans d'autres pays à l'extérieur, mais c'est surtout les grosses concentrations. Et puis, dans ces réfugiés Tutsis qui partent à l'extérieur, il y a un garçon de 4 ou 5 ans qui s'appelle Paul Kagame, qui fuit avec ses parents, qui sont une famille aisée, de lignage royal, et qui s'installe en Ouganda. Paul Kagame va grandir en Ouganda, il va y acquérir ses galons d'officier, dans la rébellion d'abord de l'actuel président ougandais, Yoweri Museveni, qui est en lutte contre les régimes qui se sont succédés d'Amin Dada et Milton Obote. Et à partir de là, il devient un officier ougandais, mais il est rwandais d'origine. Il conquiert ses galons de colonel et de chef du renseignement militaire ougandais. Il effectue toute sa formation d'officier supérieur aux États-Unis, en particulier à Fort Leavenworth, l'école de guerre américaine dans le Kansas. Et c'est lui qui, à partir de 1990, poussé par le président Museveni, le président ougandais, qui trouve que cette diaspora rwandaise est un peu trop visible et prend un peu trop de levier de commande en Ouganda, va être poussé à prendre la tête de cette rébellion rwandaise d'Ouganda, Tutsi, qui va devenir le FPR, le Front Patriotique Rwandais, en anglais RPF, le Rwandese Patriotic Front. Parce que tous ces gens sont anglophones, il faut le rappeler, ils ont oublié le français en partant en Ouganda, et maintenant ils parlent anglais. Paul Kagame va mener sa guerre. Alors en fait, il était au départ le second, on ne sait pas s'il a fait assassiner ou aider à faire disparaître son ami, son frère et son chef, Fred Rwigema, qui est tué très rapidement. Et Paul Kagame devient en fait le président du Front Patriotique Rwandais, qui va mener à la victoire à travers des péripéties que je raccourcis forcément, 4 ans, 90, 94. La France est appelée au secours par le gouvernement légal du Rwanda à l'époque, présidé par le président Habyarimana. Et la France va faire jouer, le Rwanda va faire jouer des accords de coopération militaire et de défense avec la France, qui va amener une opération française qui va durer de 90 à 93, l'opération Norrois. Cette opération a été contestée évidemment par la suite. Et sur le moment, elle vise à stabiliser le pays et c'est l'époque où M. Mitterrand, le président de la République, exige en contrepartie d'une aide militaire au régime rwandais de l'époque une démocratisation, mais une démocratisation, encore une fois, à la française, avec nos yeux d'Européens. Ce sont donc les accords d'Arusha qui vont surgir 3 ans après, en 93, et qui visent le partage du pouvoir, finalement, entre la majorité Hutu, au pouvoir depuis 1960, et cette minorité Tutsi, qui revient en force. Il était resté une vingtaine de pourcents de Tutsis au Rwanda, mais l'élite de cette population Tutsi était quand même plutôt partie à l'extérieur. Ces accords d'Arusha, voulus par la France, imposés par la France et puis par la communauté internationale, ne plaisent évidemment à personne. Ils ne plaisent pas au gouvernement Hutu de l'époque, le président Habyarimana, qui va devoir composer avec une opposition interne et cette ex-opposition armée, mais elle ne plaît pas non plus à Paul Kagame, dont je viens de parler, parce qu'il sait que au travers de nos prismes d'occidentaux très attachés à notre vision de la démocratie, eh bien, il n'a que 20% de voix comme potentiel, et qu'avec ça, il n'ira jamais au pouvoir. Donc je pense que, c'est mon avis personnel, mais je suis prêt à en débattre, je pense que Paul Kagame, qui est un stratège brillant, remarquable stratège, remarquable politique dans tous les sens du terme, décide à ce moment-là de conquérir le pouvoir par la force. Malgré les accords d'Arusha, malgré l'aide ougandaise, malgré l'aide américaine qui est en force derrière l'aide ougandaise, et contre la France bien sûr, puisque la France, elle,
cherche à maintenir un équilibre, une stabilité, tout ça sur la base de la majorité Hutu, mais qui doit consentir des places au soleil à la minorité Tutsi. Et ceci débouche sur l'attentat du 6 avril 1994. Le président Habyarimana et son homologue burundais, un Hutu également, qui revenait d'Arusha où avaient lieu ces négociations, ces discussions, est abattu au-dessus de Kigali, la capitale, à la tombée de la nuit. Et on va ramasser évidemment des débris. Et dès le lendemain, le pays plonge dans le chaos. Ce chaos va se transformer en génocide, en massacre d'abord. Tout le monde massacre. Et les Hutus massacrent leurs voisins Tutsis, ou leurs familles Tutsis, parce qu'il y a beaucoup de familles mêlées. Et on sombre dans l'horreur. Et la France est le premier État, d'ailleurs, à l'époque, à dénoncer ce drame et à demander une intervention internationale. Les États-Unis refusent désespérément, par la voix de Madeleine Albright, qui à l'époque est secrétaire d'État, donc ministre des Affaires étrangères, et refuse obstinément une intervention pour faire cesser le génocide. Je dis simplement les faits. Monsieur Juppé est le premier homme politique occidental à qualifier ce drame de génocide. Au total, ce sera 800 000 personnes, dont à peu près 500 000 Hutus et 300 000 Tutsis qui seront assassinés dans des conditions atroces, de population de tous âges et de toutes conditions. Et c'est ce drame que la France obtient de l'ONU à un moment donné, de faire condamner bien sûr énergiquement, mais d'en faire l'objet d'une intervention militaire. La France en prend la tête, avec des nations africaines qui se joignent à elle, et c'est l'opération turquoise à laquelle je vais participer moi à partir du 21 juin 1994 et jusqu'au 22 août 1994, quelque chose de très court. 2 mois, mais qui m'ont énormément marqué, d'abord par la densité dramatique de l'opération elle-même, de ce que nous avons pu voir sur le terrain, mais qui m'a aussi profondément marqué parce qu'elle m'a fait sortir de ma naïveté de jeune officier. J'étais jeune lieutenant-colonel, j'avais 37 ans, la Légion d'honneur toute neuve, j'étais passionné par mon métier, passionné par le commandement de mes hommes, de mes légionnaires, et tout d'un coup, avec cette opération turquoise au Rwanda, me voilà sortir de ma naïveté, je dirais pas de mon idéal, parce que j'espère l'avoir gardé encore aujourd'hui, mais vraiment, ça a été un choc. Et pourquoi ? Pourquoi ? Parce que la nature, j'allais dire diabolique, des hommes assoiffés de sang, malheureusement, on la connaît depuis l'Antiquité, et à mon avis, ça n'est pas fini. Mais c'est pas ça qui m'a frappé le plus. Moi, j'étais né dans une famille de soldats. La Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale évoquaient des choses extrêmement précises pour moi. La résistance aussi, puisque j'ai dans ma famille des résistants dont un est mort en camp de déportation et l'autre est compagnon de la libération. Donc ça veut dire des choses très précises pour moi. Et là, j'ai eu le sentiment que nos alliés, nos meilleurs alliés de toujours, dans mon esprit de l'époque, les Américains et les Britanniques étaient nos pires ennemis, étaient devenus nos pires ennemis. Nous sabotant le travail autant qu'ils le pouvaient, nous savonnant la planche, pour être vulgaire et parler directement, par tous les moyens. Donc c'était le refus de cette opération qui aurait dû avoir lieu beaucoup plus tôt si l'Amérique et l'Angleterre ne s'y étaient opposés, encore une fois, par la voix de leurs dirigeants. Nous n'avions pas à l'époque les moyens de transport stratégiques, et nous les avons toujours pas d'ailleurs, aujourd'hui, on pourra en reparler. Et donc cette opération a été déclenchée en louant des cargos, des Antonov, d'énormes Antonov, des cathédrales volantes, loués à l'Ukraine et à la Russie. Un petit clin d'œil à l'actualité dont on va parler ensuite. Voilà, cette opération, par la désinformation colossale qui a entouré la France, m'a vraiment fait passer d'un monde à un autre. J'ai constaté moi-même cette désinformation sur le terrain.
La première surprise, c'est quand j'avais jamais vu autant de journalistes de ma vie en opération. J'avais pourtant fait quelques opérations au préalable. Mais là, j'avais une meute de journalistes accrochés à moi, et en particulier de journalistes anglo-américains me demandant si j'avais pas honte, en tant qu'officier français, de me trouver présent au Rwanda, alors que moi je venais y sauver des vies, et je venais rétablir l'ordre et sauver des vies, pour permettre à ce pays de sortir de ce cauchemar et de repartir d'un bon pied, si je n'avais pas honte en tant qu'officier français. Je peux vous dire que ça m'a marqué. Et quand j'ai vu, au terme de cette opération, pendant laquelle on a donné le meilleur de nous-mêmes, je peux vous le dire, je suis encore plein d'admiration pour l'intelligence de situation de mes légionnaires, pour le courage dont ils ont fait preuve, pour l'humanité dont ils ont fait preuve, la générosité dont ils ont fait preuve, en permanence. J'en suis très fier. Et donc quand je suis rentré en France, fin août, après repasser par Djibouti, où j'étais théoriquement affecté encore à ce moment-là, j'ai découvert les campagnes de presse, mais attendez, pas dans Libération ou dans Le Monde, ou non, dans Le Figaro, par exemple, des campagnes de presse, des pages entières pour pointer du doigt l'armée française, supputant, sous-entendant un comportement indigne de l'armée française. Ça m'a profondément choqué. Mais j'avais compris d'où ça venait. Et j'ai compris d'où ça venait. Et à partir de là, j'ai commencé à réagir. Alors j'étais encore militaire, j'étais sous l'uniforme, mais je me souviens très bien d'avoir un jour contacté Patrick de Saint-Exupéry, grand reporter au Figaro, qui nous couvrait de boue jour après jour dans les colonnes du Figaro, pour lui dire il faut qu'on se voit parce que ça commence à bien faire. Et donc on a des choses à se dire. J'ai passé 4 heures à table, je l'ai invité à déjeuner dans un petit bistrot à côté du Figaro, 4 heures à table avec lui, au bout desquelles j'ai eu la naïveté, d'avoir pensé que je l'avais convaincu. En fait, je ne l'avais pas convaincu, je l'ai calmé sur le moment, il a ressorti après ces vieux fantasmes dans lesquels il continue de persévérer aujourd'hui. Mais ça m'a fait prendre vraiment conscience de l'importance de cette désinformation. Et pourquoi? Tout simplement parce que 1994, on est 3 ans après l'effondrement de l'Union soviétique, on est 4 ou 5 ans après la chute du mur de Berlin, le communisme a disparu, le monde bipolaire Est-Ouest a disparu, et tout simplement nos meilleurs alliés de la veille se retrouvent être nos meilleurs adversaires. Il s'agissait au Rwanda de discréditer l'image de la France en Afrique. Ben, c'est fait, on en voit les résultats aujourd'hui. On pourra y revenir parce que d'autres ont leurs responsabilités, en particulier parmi nos dirigeants, ça j'en suis convaincu. Mais le point de départ est là. Discréditer la France dans l'Afrique francophone, et puis la chasser de cette région des Grands Lacs qui présente la caractéristique particulière d'être, en particulier la République dite démocratique du Congo aujourd'hui, l'ex-Zaïre, d'être un réservoir de richesse absolument fabuleux et qui attire déjà à l'époque les compagnies américaines, les compagnies minières, les compagnies financières américaines, britanniques et israéliennes. Et donc on a ce spectacle qui continue de durer aujourd'hui malheureusement. On est à plusieurs millions de morts aujourd'hui au Congo oriental, dans toute cette partie que sont les provinces du nord et du sud Kivu, de l'Ituri au nord, et du Kasaï plus à l'intérieur du Shaba, qui sont aujourd'hui le théâtre d'exploitation minière sans vergogne, d'exploitation d'ailleurs d'ouvriers enfants, dans des conditions abominables, et tout ça pour enrichir un certain nombre de grandes compagnies anglo-saxonnes et israéliennes. Alors ça, c'est le choc initial, 1994. Je regarde quand même ma montre. Le deuxième choc, et qui commence à m'amener à me dire, l'OTAN, c'est une drôle de chose quand même. C'est le même moment où on commence à parler de rapprochement avec l'OTAN,
où j'entends autour de moi, dans cette armée française que j'aime, des officiers généraux dire il serait temps qu'on rejoigne le commandement intégré, on n'a pas de poste de responsabilité dans l'OTAN, mais etc., etc. Et puis arrivent les événements, donc en même temps que se passe la guerre en Yougoslavie, en même temps que se passe la dislocation de la Yougoslavie, commencé avec la sécession de la Slovénie, tout début des années 90, la sécession de la Croatie, la guerre de Krajina, la partie serbe de la Croatie, la guerre de Bosnie, et puis bien plus tard, en 99, c'est là que je commence à intervenir sur ce théâtre que je ne connaissais pas, la guerre du Kosovo. Donc, et là, je ne suis plus à la Légion étrangère. J'ai quitté la Légion étrangère quelques années auparavant et je suis affecté au commandement des opérations spéciales. Commandement interarmé chargé de commander les opérations spéciales et donc de faire intervenir les forces spéciales des trois armées, qui est un concept nouveau né de la guerre du Golfe quelques années auparavant. Et donc, je suis, dès l'automne 98, je suis chargé de suivre ce dossier Kosovo pour le compte du commandement des opérations spéciales. Et donc je vais être amené à me rendre à un certain nombre de conférences, de réunions, que ce soit à Paris, à l'état-major des armées, ou en Belgique, au SHAPE, au siège de l'OTAN, etc. Et là, je vais réaliser encore un certain nombre de choses. C'est que, mais progressivement, ce que je vous dis maintenant de manière condensée et rapide, évidemment qu'à l'époque, ça me prend un peu de temps, parce que j'ai du mal à y croire, et que je suis quand même profondément imprégné au départ de l'amitié franco-américaine. Quand mon père était en Algérie, j'étais gamin à Paris, j'allais jouer avec ma sœur dans un square qui est le square au bas de la rue de Longchamp, pour ceux qui la connaissent, qui longeait la faculté de Dauphine actuelle, qui était le siège de l'OTAN de l'époque, hein, jusqu'en 1966, au moment où le général de Gaulle, en sortant du commandement intégré de l'OTAN, a poussé toutes les emprises otaniennes hors du territoire national. Mais j'avais tout ça en moi, c'était vraiment inscrit. Et donc je me retrouve, à partir du mois de janvier 1999, projeté sur le théâtre. Le théâtre, c'était le pré-Kosovo, si vous voulez, c'était la Macédoine. Nous étions installés dans le nord de ce qu'on appelle maintenant la Macédoine du Nord, d'ailleurs, qui est en fait tout simplement l'ex-république yougoslave de Macédoine, à Kumanovo, pas très loin de Skopje, la capitale. Et on va passer quelques mois à se préparer à différents scénarios militaires possibles. Et je fais des reconnaissances, et surtout je prends conscience de ce que la population macédonienne nous regarde d'un très sale œil. On n'est pas les bienvenus. On ramasse des pierres, on ramasse des cailloux, de temps en temps on ramasse des tirs de carabine ou de pétoirs de la fin de la guerre, peu importe, mais on sent très bien qu'on n'est pas les bienvenus. Et puis, en même temps, il y a tout un jeu diplomatique, politique, qui se déroule. C'est l'époque des négociations de Rambouillet, en mars 1999. Moi, je suis sur le terrain là-bas, mais évidemment, on suit tout ça avec beaucoup d'attention. Et là, on entend parler d'un certain Hashim Thaçi, poulain de Madeleine Albright, encore elle, 5 ans plus tard, et qui, comme Paul Kagame d'ailleurs, ce sont ces deux poulains, et qui est le chef politique et militaire de l'UCK, l'organisation rebelle que j'estime terroriste, parce que c'est pas moi qui le dis, c'est les Américains qui le disent à l'époque, en 1996. L'UCK est inscrit
inscrite sur la liste des organisations terroristes rédigée par les États-Unis. Mais 97, 98, on change d'optique aux États-Unis et on se dit que finalement ces terroristes ont des vertus insoupçonnées et qu'on va s'en faire des alliés. Et donc c'est ce qui se passe. Et aux négociations de Rambouillet en mars 99, qui représente la partie albanaise du Kosovo, c'est Hashim Thaçi, alors qu'il existe un leader naturel, plus pacifique, Ibrahim Rugova, qui sera rapidement écarté parce que adversaire des options violentes. Alors le Kosovo, c'est quoi? Le Kosovo, c'est grand comme 2 départements français. Il y a eu dans l'histoire des occupations étrangères, en particulier turques, pendant plusieurs siècles, mais c'est la terre identitaire, historique, culturelle, religieuse des Serbes, qu'ils appellent même leur Jérusalem terrestre. C'est en fait 2 ensembles, le Kosovo proprement dit à l'est et la Métochie à l'ouest, Métochie voulant dire terre d'église. Et c'est effectivement une province qui est couverte d'un manteau de monastères, de chapelles, d'églises très anciennes, qui font référence à ce passé chrétien millénaire du peuple de la nation serbe. Et au fil des temps, au fil des ans, et en particulier depuis 1945, la population serbe a diminué de manière drastique, sous le double effet à la fois je dirais, la disparition des familles nombreuses chez les Serbes. On passe de 6 enfants à 2 enfants, dans le meilleur des cas. Et puis, d'une politique très favorable aux Albanais, Albanais qui sont à 80%, 90% musulmans, et qui, eux, ont des familles très nombreuses, et qui vont prendre petit à petit, démographiquement, le poids le plus lourd. C'est ce qui amène, dans les années 90, un Milosevic au pouvoir. Non pas que je veuille le défendre, il avait ses défauts, évidemment, mais Milosevic endosse en quelque sorte la cause des Serbes du Kosovo, en se disant il faut faire quelque chose, il faut rétablir des équilibres, etc. Et ce qui déclenche évidemment la rébellion armée, pilotée par Hashim Thaçi, l'UCK, qui va se livrer à partir de cette époque, 96-97, à des attentats, à des embuscades contre l'armée, la police yougoslave, parce qu'à l'époque on ne dit pas encore serbe, on dit yougoslave, et bien sûr les civils. Et quand je dis les civils, il y a les civils serbes, bien sûr, mais il y a également les civils roms, parce qu'il y a beaucoup de Roms au Kosovo, et puis il y a les civils serbes convertis à l'islam, il y en a aussi beaucoup de l'époque d'occupation turque, pardon, et puis l'UCK s'en prend aux Albanais eux-mêmes, à partir du moment où ces Albanais sont loyalistes, c'est-à-dire qu'ils souhaitent toujours un peu plus d'autonomie et de liberté d'action, mais dans un ensemble qui est la République fédérale de Yougoslavie et qui deviendra demain la République de Serbie. Et ces gens-là ont beaucoup de problèmes. Et donc moi je suis plongé dans cette affaire donc depuis l'été 98. J'assiste à la désinformation massive avec les médias, en particulier occidentaux, télévision, notamment radio, qui présentent les choses de manière extrêmement manichéenne, ce qui me semble toujours ridicule, dans un cas comme dans l'autre, parce que les choses ne sont jamais tout blanc, tout noir, elles sont plutôt tendance grise, d'ailleurs d'un côté ou de l'autre, si on veut bien regarder les choses avec un petit peu d'honnêteté. Mais on fait donc des Serbes les méchants, et on fait des Albanais, de l'UCK bien sûr, je précise, les gentils, les bons. Et on va donc déverser de l'armement, de l'argent sur cette rébellion qui ne représentait qu'elle-même, et on va l'aider à combattre les Serbes.
Alors moi j'arrive, quand enfin les accords militaires sont signés, fin juin 99, c'est parce qu'on vient de vivre 78 jours de bombardements intensifs de l'aviation alliée sur la Serbie et sur le Kosovo, faisant au passage d'ailleurs un certain nombre de dégâts collatéraux sur des civils, et même l'ambassade de Chine à Belgrade qui sera bombardée par un avion américain par inadvertance, disait-on à l'époque. Et donc, moi j'arrive à ce moment-là sur les lieux, et je vais avoir, c'est ce que je raconte j'ai écrit deux ouvrages pour raconter le Rwanda et le Kosovo. En fait, maintenant, il faudrait que j'en fasse un seul pour relier tout ce qu'il y a à relier, et en fait, je raconte ça dans mon bouquin. Je comprends très vite qu'on s'est trompé. C'est-à-dire que là encore, on est manipulé. Je suis sous commandement otanien. J'ai un général britannique qui est mon chef et qui obéit lui-même à un autre général britannique, le général Jackson, qui est le patron pour le théâtre, qui obéit lui-même à un général américain, le général Wesley Clark, qui est le SACEUR, le Supreme Allied Commander in Europe, qui est aujourd'hui un homme d'affaires avisé, qui fait beaucoup d'affaires au Kosovo d'ailleurs, avec feu Madeleine Albright qui nous a quittés, mais qui était une de ses associées. Et donc, je vois tout ça, je vois des Serbes, qui ne sont pas des tendres, hein, qui peuvent avoir aussi, à force d'être engagés en première ligne depuis des siècles, je dirais à la limite de la civilisation occidentale et chrétienne face à la civilisation musulmane qui pousse. Bon, ils peuvent avoir aussi parfois quelques rugosités de tempérament, c'est indéniable. Mais honnêtement, sur le terrain, je vois des interlocuteurs serbes honnêtes, difficiles, parce que les discussions, moi j'ai ma mission à remplir, et qu'il faut les en convaincre et les persuader, mais quand on s'est mis d'accord, alors on s'est mis d'accord et il n'y a pas de digression, il n'y a pas de transgression, il n'y a pas de fausse manœuvre par la suite. Alors que c'est une toute autre affaire avec mes interlocuteurs albanais de l'UCK, et ça se réglera par des incidents armés avec des morts et des blessés, parce que je ne pourrais pas tolérer leur double langage et leur duplicité, en particulier quand il s'agit de s'en prendre à des civils, des objectifs civils serbes ou religieux serbes, comme par exemple cette affaire du monastère de Devic, qui m'a valu une grande reconnaissance des Serbes, que j'assume. Hein. J'ai été décoré par l'église serbe orthodoxe de l'ordre de Saint-Sava, qui est un des ordres prestigieux de Serbie, de la Légion d'honneur en Serbie, pour avoir pris la défense du monastère de Devic, qui venait de vivre 4 jours et 4 nuits d'horreur, des religieuses, aux mains de ces salopards de soi-disant force spéciale de l'UCK. L'UCK, Hashim Thaçi, Premier ministre du Kosovo indépendant, entre guillemets, puis président de la République autoproclamée du Kosovo, reconnu par la France tout de suite par Nicolas Sarkozy en 2008, alors qu'elle n'est pas reconnue par l'Espagne, par exemple. Hashim Thaçi, qui est lui-même aujourd'hui détenu comme criminel de guerre au tribunal pénal international de La Haye. Donc tout finit par arriver, il suffit d'être patient. Les événements dont je vous parle, c'est de 96 à 99, et on est en 2022. Voilà, alors moi j'ai eu aux opérations spéciales à suivre un peu les événements de Bosnie d'abord, de Krajina, et puis d'être directement engagé au Kosovo. Et j'ai pris, je le dis sincèrement, j'ai pris en horreur l'OTAN et tout ce que ça représente. Voilà. Et c'est bien gênant pour un officier, c'est la raison pour laquelle j'ai préféré quitter l'armée, puisque j'estimais ne plus rien avoir à y faire. Et j'ai voulu quand même dire pourquoi, c'est la raison pour laquelle j'ai écrit L'Europe est morte à Pristina, petit livre. D'aucuns trouvent qu'il est trop petit, mais je l'ai écrit avec mon cœur et mes tripes,
et j'en ai pas fait un ouvrage littéraire. Il mériterait peut-être d'être recomplété un jour, comme je l'ai fait pour le livre que j'avais écrit sur le Rwanda. Mais voilà, si vous voulez, quand on est confronté à la désinformation, au mensonge, et qu'on s'aperçoit qu'en plus les intérêts de son propre pays ne sont pas respectés dans tout ça, qui sont même peut-être subtilement combattus et comment dirais-je, et contestés et combattus, oui, c'est le mot. On en arrive à se dire qu'il y a quand même quelque chose qui ne tourne pas rond dans ce bas monde. Voilà, alors ça m'amène à conclure. Je serai après à votre disposition. Je fais ça très rapidement, bien sûr, à grands traits, parce que j'essaie de ne rien oublier, mais les questions sont là pour éventuellement boucher des trous. Ça nous amène à la situation que je vois actuellement se dérouler depuis le 24 février en Ukraine. Alors une guerre, c'est toujours une tragédie. Et je peux en parler parce que j'en ai vu les effets dans ma propre vie à moi. Et j'ai aucune envie que ça arrive demain en France. On a eu la chance de vivre, notre génération, moi j'ai 66 ans, on a eu la chance de vivre 70 ans de paix finalement, avec un système imparfait, qui était l'ONU, ô combien imparfait. Et puis l'OTAN qui nous en a protégés aussi peut-être jusqu'aux années, fin des années 80. Mais l'OTAN s'est mué à partir des fin des années 80, début des années 90, d'agence défensive en quelque sorte, de parapluie défensif, s'est mué en machine de guerre agressive et offensive. Et je me souviens d'avoir fait une intervention sur l'OTAN il y a quelques années, ça devait être en 2016 ou 2017, à la Maison de la Chimie à Paris, et j'avais cité cette phrase du président Poutine qui m'avait frappé à l'époque. Il disait, c'est pas nous qui allons vers l'OTAN, c'est l'OTAN qui monte vers nous de manière irrésistible. Et l'OTAN, c'est vrai, s'est agrandi de tous les anciens pays satellites du pacte de Varsovie. Alors on peut s'en réjouir au début, naïvement, en se disant c'est formidable, c'est la liberté, c'est la paix. Et en fait, quand vous voyez le petit Monténégro, que je connais bien, dont l'armée doit faire 6000 hommes, rejoindre l'OTAN il y a 3-4 ans, vous vous demandez quel est le bénéfice pour l'OTAN. Eh ben, le bénéfice, c'est simplement qu'on resserre l'étau sur son flanc sud, qu'on resserre l'étau sur la Russie. Et pays orthodoxe, pays de langue serbe, je peux vous dire que les Russes, déjà, à l'époque, ont vécu ça comme une provocation. Voilà, alors, je ne défends pas les Russes à tout prix, hein, mais je voudrais simplement vous dire qu'à partir du 24 février, s'est déclenché ce que Poutine appelle cette opération spéciale, que j'appelle moi une vraie guerre, parce que c'est une vraie guerre maintenant, hein, il faut appeler les choses par leur nom, et qui est un drame absolu, mais qui aurait pu être évité. Et il n'est peut-être pas trop tard encore, mais il est temps d'aller aux négociations et de ramener la diplomatie au cœur du sujet. Et c'est un militaire qui vous le dit, c'est un soldat qui vous le dit. Et je cherche désespérément des diplomates pour dire la même chose. S'il y en a quelques-uns, mais ils sont comme l'ambassadeur Jean de Guignasty, qui a été un grand ambassadeur, mais qui est aujourd'hui malheureusement à la retraite. Alors, cette guerre, elle n'a pas commencé le 24 février 2022. Ça, c'est ce que disent les médias français, les médias occidentaux, les médias américains. Mais en réalité, elle a commencé en 2014, au minimum en 2014, quand le pouvoir pro-russe, corrompu aussi, hein, d'Ukraine de l'époque, a été renversé par un putsch à la place Maïdan, qu'on a célébré en Occident comme étant la victoire de la liberté, de la démocratie, les feux de joie, etc., etc. Et en fait, c'est l'américanisation de l'Ukraine qui démarre et qui va se traduire par d'abord l'implantation de nombre de sociétés en Ukraine, et pas que des labos de recherche en biochimie, de nombreuses sociétés, liées d'ailleurs toutes au clan démocrate, ce qui est assez intéressant à souligner, et à une américanisation de l'armée ukrainienne.
Et le but, c'est quoi? Le but, c'est finalement de faire ce qu'on a fait au Kosovo, c'est de faire l'épuration ethnique des zones peuplées par les russophones en Ukraine, qui sont indésirables dans cette nouvelle Ukraine occidentale et démocratique, en apparence du moins. Et c'est la guerre qui démarre avec les séparatistes du Donbass, les républiques autodéclarées de Donetsk et de Lugansk. C'est l'affaire de la Crimée qui a toujours été russe dans le passé et qui rejoint la Russie, mais ça, finalement, ça n'est pas tellement contesté. Mais bien entendu, on ignore complètement le drame des populations civiles du Donbass de 2015 à nos jours. Et c'est malgré les avertissements du président Poutine, qui a dit plusieurs fois, attention, on va être obligé de faire quelque chose. Le même Poutine qui avait demandé, il y a 20 ans, en accédant au pouvoir, à rejoindre la Maison commune européenne, laquelle l'a repoussé avec dédain, qui avait même demandé à rejoindre l'OTAN à l'époque, repoussé également avec dédain, et qui maintenant, aujourd'hui, est dans son rôle peu enviable de chef de guerre, dans une guerre où aujourd'hui il n'est finalement pas en guerre contre l'Ukraine, il est en guerre contre l'OTAN, et c'est-à-dire donc derrière contre les États-Unis. Et donc on a une guerre en Ukraine actuellement par proxy, mais j'ai connu ça au Kosovo, car nous étions les proxys des Américains. Il n'y avait pas un soldat américain engagé au Kosovo à l'époque. Ils étaient tous britanniques ou allemands ou italiens ou français. Eh bien, on veut nous refaire le même scénario aujourd'hui, nous amener à nous engager dans un conflit qui est d'une autre dimension que celui du Kosovo, d'une autre dimension, parce que les enjeux ne sont pas les mêmes, mais on est dans cette même confrontation géopolitique très forte d'un Occident qui va quand même pas très bien, à aucun point de vue, ni au point de vue moral, ni au point de vue sociétal, ni au point de vue social, ni au point de vue économique, et qui s'en prend à l'est du continent européen, qu'il a été incapable d'assimiler, auquel qu'il a été incapable de tendre la main et d'intégrer aux véritables intérêts européens, comme on a cité tout à l'heure le général de Gaulle. La personnalité du général de Gaulle, il y a des choses, moi, à titre personnel et familial, qui me plaisent et d'autres qui me plaisent moins, mais c'est pas le problème. Le vrai problème, c'est qu'il avait une vraie vision pour cette Europe qui nous concerne, qui est notre continent, et c'est pas pour rien qu'il parlait de l'Europe de Brest à Vladivostok, de l'Atlantique à l'Oural. Et on a été incapable de faire ça, et donc maintenant, nous avons devant nous un gigantesque gâchis, abominable, une tuerie entre jeunes Russes et jeunes Ukrainiens qui sont l'avenir de leur pays respectifs, et nous qui sommes incapables de faire autre chose que donner des armes à l'un des belligérants pour aller tuer d'autres civils et continuer cette guerre absurde, alors qu'il faudrait pousser tout le monde à la table des négociations. Voilà ce que je voulais dire en finale. Je me suis un peu engagé, mais j'ai l'habitude de le faire, je suis désolé, je ne voudrais choquer personne, mais je suis prêt à répondre à vos questions. Il n'y a aucune question malvenue. Toutes les questions sont, si je puis dire, autorisées et permises, au contraire. Mais voilà ce que je voulais vous dire. J'ai été peut-être... non, c'est bon, j'ai tenu à peu près 45 minutes. Voilà, je suis à votre disposition si vous avez des questions.